BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, débattront de leur coup de cœur et de leur coup de gueule. Enfin, nos deux chroniqueurs, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, nous fera voyager dans le temps avec un livre d'hier ou de demain. Et puis notre globe-trotteur, Benaouda Abdelrahim, lui, nous fera voyager dans le monde. Voilà, n'oubliez pas notre page Facebook, notre compte Twitter. On retrouve tout de suite nos auteurs. Alors ça y est, Emmanuel Macron a lancé son grand débat. Des questionnaires sont à disposition des Français. Et alors, il est beaucoup question de redistribution. Est-ce qu'il faut réduire certaines dépenses? Est-ce qu'il faut baisser certains impôts? Lesquels? Qu'est-ce que c'est qu'un impôt? Juste simplement, on perd un peu de vue que la redistribution, ça n'intervient qu'après qu'on ait produit, et il est bien clair que moins on produira, plus ce sera compliqué de redistribuer. Alors, relancer notre production, eh bien, c'est la priorité de nos invités du jour. Guillaume Villon de Benveniste, bonjour. Bonjour. Vous êtes occupé de l'innovation digitale et de l'investissement dans un grand groupe. Vous êtes consultant, vous êtes auteur, conseiller, chroniqueur, investisseur, et vous publiez 1200 milliards sur la table. Comment les prendre? Créer des emplois et faire de la France la Silicon Valley de 2030. Rien que ça, c'est aux éditions Michalon. Le livre de Guillaume Villon de Benveniste. Alors, Guillaume, vous nous dites, on pourrait libérer un potentiel de création de richesse dans le monde colossal. Alors, votre estimation, c'est 1200 milliards de richesse d'ici 2025, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié du PIB français. On va les chercher où, ces 1200 milliards? Eh bien, elles sont réparties dans 7 technologies différentes, parmi lesquelles il y a l'industrie intelligente, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la blockchain, les drones, l'agriculture connectée, la réalité virtuelle et augmentée. Et ça, 1200 milliards, le chiffre, vous l'avez calculé comment? Vous l'avez trouvé où? C'est une addition de 7 rapports sur l'investissement technologique de Goldman Sachs. Ouais. Et quand on additionne 69 cas d'usage répartis dans 7 industries, 10 industries qui utilisent ces 7 technologies-là, on arrive au montant total de 1210 milliards, pour être tout à fait précis, de création de valeur d'ici 2025. Ça fait combien d'emplois, combien de masse salariale distribuée? Ça fait 20 millions d'emplois au salaire mensuel net de 2200 euros. Donc ça fait 20 millions d'emplois plutôt payés, plutôt pas mal payés. Alors ça, c'est un gâteau mondial, j'ai envie de dire. Quelle part pour la France? C'est la question que je pose dans mon livre. Et c'est la question qu'il faut absolument se poser quand on traite le sujet de l'innovation. L'innovation, c'est pas le sujet de chercheurs qui développent des technologies dans des labos qui servent pas forcément à grand chose. L'innovation, c'est un vecteur de création de valeur. Et donc, ça doit remplir un objectif de résultat. Et donc, le sujet, c'est est-ce qu'on prend 1% de cette création de valeur, ce qui correspondrait à une faible part, 5%, 10%, 50%, rien. Voilà, c'est ça le sujet qu'il faut traiter aujourd'hui. Alors, si on reste sur les bases actuelles, vous dites la France, elle va pas quand même capter une part très importante de ce gâteau, encore une fois, j'ai envie de dire. Oui, aujourd'hui, en fait, on est dans une situation paradoxale, puisqu'on a un écosystème d'innovation qui se développe. S'il est aujourd'hui l'un des tout premiers en Europe. Mais on a besoin de transformer l'essai en quelque sorte et de créer en France les GAFA du futur. Alors, il y a plusieurs obstacles. D'abord, il y a un problème d'état d'esprit. Vous dites, dans la Silicon Valley, on cherche à précipiter le futur. En France, on cherche à prolonger le passé. Oui, tout à fait. Jeff Bezos et Elon Musk, qui sont 2 figures emblématiques de la Silicon Valley, se vantent souvent d'avoir lu l'intégralité des œuvres de science-fiction quand ils avaient 15 ans. Et ils regardent le présent avec le point de vue du futur. C'est-à-dire pourquoi est-ce que en 2019, tel ou tel cas d'usage, telle ou telle technologie ne s'est pas encore matérialisée, ne s'est pas encore réalisée. Et ils voient les acteurs établis comme des entreprises un peu lentes qui empêchent l'économie et l'innovation de se mettre en route. Et en effet, en France, on a un point de vue différent parce que la France
en effet, n'a pas réussi l'exportation à l'international et ne mise pas beaucoup sur l'innovation. Et donc aujourd'hui, les gens cherchent à prolonger le présent ad vitam aeternam et n'inventent pas le futur. Et donc ça crée une difficulté, en effet, d'état d'esprit. Et c'est une des difficultés comme ça qu'il faut lever si on veut réussir à prendre une partie des 1210 milliards en jeu. Alors, vous parlez d'un autre problème français qui est et qui ne concerne pas que l'administration, que les grosses entreprises. Vous dites c'est aussi une réalité dans les startups, c'est la culture des moyens plus que la culture du résultat. Oui, poser la question de l'innovation en termes de résultats, c'est réfléchir en termes de création de valeur. C'est réfléchir en termes de bénéfices clients. Et c'est pas réfléchir en termes de quelle technologie on va développer. Jeff Bezos, dans un de ses principes de leadership, il a 14 principes, il dit que, d'ailleurs c'est son premier principe, il dit que quand on démarre un projet d'innovation, il faut commencer avec le communiqué de presse qui seront envoyés aux clients. C'est-à-dire envisager dès le premier jour de son projet quels résultats, quels bénéfices on va produire pour le client. Tandis que souvent en Europe, en France, on a une mentalité qui est plutôt celle de fournisseurs, où on essaye d'imaginer ce qu'on peut donner, ce qu'on peut produire avec les technologies existantes. Et on ne se met pas suffisamment à la place du client et du marché. Alors au cœur de l'efficacité, il y a les effets de réseau. Oui, alors c'est quoi ces effets de réseau? Alors, l'effet de réseau, c'est un vecteur de création de majeur qui est utile pour un modèle économique en particulier, qui est celui des plateformes. J'ai conduit dans le cadre de ce livre une analyse comparative de 4 modèles économiques et j'ai vu que le modèle économique des plateformes est celui qui offre le rendement du capital le plus élevé de tous. Il est 4 fois supérieur que le rendement du capital de d'autres modèles économiques. Et l'effet de réseau, c'est quelque chose qui permet en fait de créer une viralité de la proposition de valeur du produit qu'on cherche à vendre et qui crée un sentiment de communauté. Et ça permet en fait de démultiplier le potentiel commercial sans nécessairement avoir à démultiplier la force commerciale qui doit la commercialiser. Alors vous citez le cas, le business case, j'ai envie de dire quasiment de l'industrie de la musique, parce qu'il est assez emblématique finalement de la façon dont se font les innovations, à qui elles profitent et de ce que veulent au final les consommateurs. Vous dites qu'il y a eu 5 révolutions de la musique, chaque fois qu'on a changé de support, à chaque fois des champions nouveaux ont émergé, mais la question au final qui est importante, c'est juste est-ce qu'on simplifie la vie de l'utilisateur ou pas ? Tout à fait. Si on regarde comment la musique a évolué depuis 1947, on voit en effet qu'il y a eu 5, ce qu'on appelle des formes produits, donc 5 types de produits différents comme le Walkman, le CD, le streaming. Et on voit qu'à chaque fois, le leader industriel pour la forme produit en question perd son leadership lorsqu'on change de forme produit. Et ça pose 2 questions. Ça montre d'abord que l'innovation, c'est le vecteur de la compétitivité, c'est pas l'excellence opérationnelle. Parce que quand on change de forme produit, eh bien, ce n'est pas l'acteur établi qui reste en place. Ouais. Or, à mesure que l'économie va se digitaliser, eh bien, l'intégralité de toutes les formes produits de toute l'économie vont être remplacées par des formes produits digitales, quelle que soit la qualité des acteurs établis et leur souhait d'effectuer des politiques d'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est que pour bâtir une forme produit qui sera effectivement achetée par les clients, les consommateurs, il faut que celle-ci leur apporte un bénéfice très supérieur à ce qui existe déjà sur le marché. Alors, vous vous demandez comment la France pourrait capter une partie, et la plus grande possible, évidemment, de ces 1200 milliards de richesses nouvelles. Et vous rappelez quand même qu'au début du XXe siècle, l'épicentre mondial de l'innovation, c'était la France. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque pour permettre ce foisonnement qu'il n'y a plus aujourd'hui? Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut retrouver demain pour finalement revivre ce qu'on a vécu il y a un siècle? Je pense que l'idée principale, c'est la capacité à penser le monde dans son intégralité. C'est ce qu'on faisait à l'époque, à la belle époque. On a inventé le timbre universel, qui était un timbre mondial. Le mot universel, comme dans Exposition universelle, veut dire mondial, en 1900. Et aujourd'hui, l'essor des classes moyennes mondiales, notamment chinoises, indiennes, devrait ajouter au pouvoir d'achat mondial 13 000 milliards. C'est-à-dire 5 fois le PIB de la France. Et donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour capter une part de cette valeur-là.
Et comment on fait pour développer des produits qui vont séduire les classes moyennes indiennes, chinoises, nord-américaines et européennes? Et c'est cette question-là qu'il faut se poser dès le début. Alors, vous la posez et vous répondez dans votre livre. En gros, vous nous prenez par la main pour suivre toutes les différentes étapes pour réussir à innover. Les grandes lignes, grosso modo, c'est quoi? Alors les grandes lignes, il y a 7 étapes, on ne va pas toutes les détailler, mais je dirais la première étape, c'est trouver un marché qui est mûr pour être disrupté, c'est-à-dire où les acteurs établis sont un peu endormis et on peut les bousculer, faire de nouvelles choses. Ensuite, il y a trouver des clients auprès de la classe moyenne mondiale, donc des clients qui dépensent une somme conséquente pour acheter des produits déterminés, mais pour lesquels ils ne sont pas contents avec l'offre produit. Ensuite, c'est développer un modèle de production et un modèle économique qui est scalable. Et enfin, c'est de réussir tout ce qui tourne autour du financement et de l'investissement. Alors, il y a aussi cette idée qu'il faut que les Français, qu'on ait des tempéraments finalement d'investisseurs et d'innovateurs. Et votre suggestion, c'est de créer une école nationale de l'innovation, qui serait un système méritocratique, en fait, dédié à l'innovation. C'est-à-dire de faire l'ENA de l'innovation finalement. Voilà, il faut faire l'ENA de l'innovation. Aujourd'hui, on a des grandes écoles qui sont très pertinentes sans doute pour réussir dans l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire pour améliorer ce qui existe déjà, améliorer l'administration avec l'ENA, Sciences Po, améliorer les infrastructures technologiques avec les écoles d'ingénieurs, améliorer les grandes entreprises avec les écoles de commerce. Mais une économie d'innovation demande non pas d'améliorer, mais de créer le nouveau. Et donc pour ça, l'idée que j'ai eue, en effet, c'est de créer une école dont l'objet, c'est de faire très exactement ça. Elle s'appelle l'École nationale d'innovation. Et comment on y rentre dans cette école ? Eh bien, j'ai imaginé un test en m'appuyant sur le test d'Alan Turing. Et ce test, je vais lui donner mon nom, c'est le test Benveniste. Ben oui, avec modestie, évidemment. Mais alors concrètement, il faut réussir quelles épreuves ? Eh bien, concrètement, ce qu'on veut, c'est on veut mesurer la compétence de l'innovateur. Et donc, pour ça, on imagine une situation où on a un innovateur, on le met dans une salle, on a un client type, on le met dans une autre salle, et puis on a un jury. Alors, l'innovateur, on lui donne la mission de se faire passer pour un client. Et le jury, lui, doit distinguer l'innovateur du client. Et pour faire ça, il pose un certain nombre de questions. Donc, par exemple, on suppose qu'on développe une innovation dans la musique. Et donc, le jury demande « Pourquoi écoutez-vous de la musique ?» Et là, il reçoit 2 réponses. L'une, c'est « J'écoute de la musique parce que la nouvelle appli sur mon iPhone est top. » Et l'autre, c'est « J'écoute de la musique parce que ça me repose, ça me détend. » Alors là, le jury estime que la première réponse provient de l'innovateur. Et donc, on vérifie pour voir si c'est vrai, et on voit que c'est effectivement le cas. Ça veut donc dire que l'innovateur n'a pas réussi à se faire passer pour son client. Ça veut donc dire qu'il ne connaît pas son client, et donc il n'a pas cette compétence-là. Maintenant, on réitère ce genre de questions, en l'occurrence 70 fois. On pose 70 questions réparties dans 7 familles, et après, on calcule le nombre de fois que l'innovateur a réussi à se faire passer pour son client. Et s'il y arrive une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, on dit « cet innovateur connaît très bien son client ». En revanche, s'il y arrive une fois sur 10, on sait qu'il ne connaît pas bien son client et qu'il ne faut pas l'intégrer dans l'École nationale d'innovation. Passionnant. Merci, messieurs. Guillaume Villon de Benveniste, 1200 milliards sur la table. Comment les prendre ? Créer des emplois et faire de la France la Silicon Valley de 2030.